Pour les vecteurs à deux dimensions, on doit absolument utiliser, en fait, si on veut décrire un vecteur, ça nous prend absolument un système de référence. Donc, on parle ici d'un système de coordonnées. Par défaut, souvent, on prend le système de coordonnées cartésiennes parce que beaucoup de mouvements sont des mouvements de translation. Vous allez voir pourquoi, en fait, on privilégie ce système-là par rapport à un autre, c'est-à-dire le système de coordonnées polaires. Donc, le cartésien, vous le connaissez, en fait. C'est le système qui utilise l'axe des X et des Y. Donc, on sait que l'axe des X est perpendiculaire à l'axe des Y. On a le point de rencontre qui est l'origine. Donc, si je prends un point, par exemple, le point P ici, pour décrire la position du point P, ses coordonnées, ben, ça me prend en fait une certaine distance en X par rapport à l'origine, puis une distance en Y par rapport à l'origine. Si j'ai ces deux distances-là, les coordonnées du point P seront x1, y1. Donc, ça va de soi. Donc, peu importe si je change mon point de place, mais les coordonnées x1 et y1 vont changer de valeur. Maintenant, si je veux éventuellement, parce que là, présentement, je n'ai rien qui me permet de représenter un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une flèche. Hein? C'est un objet mathématique qui a une grandeur et une direction. Si on regarde les vecteurs x et y, si mon point, lui, est défini par rapport au système de coordonnées xy, bien, je peux attribuer à l'axe des x et à l'axe des y un vecteur correspondant qui va me donner la direction euh, ultimement d'un vecteur. Donc, par exemple, ça, c'est toujours pareil. L'axe des x, on lui associe le vecteur i. L'axe des y, c'est le vecteur j. I et j, on appelle ça les vecteurs de base. C'est-à-dire que si je prends I et J, puis que je les combine ensemble dans des ratios quelconques, là, ben, je peux générer n'importe quel vecteur dans le plan XY. Donc, pour vous illustrer ça, ben, si je prends le vecteur A ici, qui a une certaine orientation, une certaine longueur, puis que, ben, en fait, j'utilise mes vecteurs de base I et J, puis, en fait, le but, ce serait de dire, ben, si je pars, pour décrire un vecteur, en fait, je pars de l'origine jusqu'à l'extrémité du vecteur. Pour savoir de combien de i et de combien de j ce vecteur-là est construit, ce que je dois faire, c'est regarder les composantes. Donc, vous allez avoir la composante selon l'axe des x. On va nommer la composante le vecteur ax. Et la composante selon l'axe des y, le vecteur ay. Okay, de sorte que le vecteur a, en fait, c'est la combinaison de ax plus ay. Donc, vous vous rappelez que si j'additionne deux vecteurs, je les mets bout à bout. Le vecteur ax a une grandeur ax. Donc, ce serait par exemple la mesure, la grandeur de la longueur du vecteur. Mais c'est certain que, si on veut prendre un exemple plus numérique, là, imaginons que ça ressemble un petit peu à ça. Ici, si on prend ce vecteur-là, AX, on remarque que c'est à peu près égal à 3 fois le vecteur I. Donc, ça pourrait être, par exemple, AX égale à 3I. Okay? Puis AY est égal à, ça ressemble à ça, à peu près là, 2J. Donc, je peux bâtir un vecteur comme ça, le vecteur A, en utilisant les composantes en AX et AY. Puis je vais juste développer, en fait, AX, je vais le remplacer par AXI, AY par AYJ. Puis ce que je dois déterminer, c'est quelles sont les valeurs scalaires des composantes AX et AY. Donc on s'entend que AX et AY sont des scalaires, sont des chiffres. Puis si je prends, en fait, je pourrais faire n'importe quelle combinaison dans le plan XY. Je peux prendre un AX qui va de moins n'importe quoi à plus n'importe quoi. Un Y aussi. Puis je peux générer, en fait, avec ça, n'importe quel vecteur A dans le plan cartésien. Dans ce cas-ci, particulièrement, on pourrait dire que AX est égal à 3 et AY est égal à 2. Donc, si on a ça, on pourrait dire le vecteur A est égal à 3 fois le vecteur I plus 2 fois le vecteur J. OK, donc c'est pas plus compliqué que ça, en fait, là. OK? Donc, numériquement, ça ressemblerait à ça. Donc, 3 et 2, c'est AX et AY. Donc, ça peut être n'importe quoi, dépendamment du vecteur. J'ai besoin de spécifier que c'est un vecteur, donc je mets une flèche en haut ici. Puis si j'ai un vecteur à gauche, ça me prend un vecteur à droite. Donc j'ai seulement besoin d'utiliser le vecteur de base I et J pour avoir des objets vecteurs à gauche et à droite. C'est une égalité ici. Donc il y a des propriétés que vous connaissez probablement déjà, par exemple la longueur du vecteur A. Remarquez qu'on a un beau triangle rectangle ici.
Et on sait que pour un triangle rectangle, mais la longueur du vecteur A joue le rôle de l'hypoténuse. Puis vous avez ici les côtés adjacents et opposés à l'angle. Je vais définir l'angle ici tantôt. Donc, si on prend la norme, la longueur du vecteur A, bien, j'utilise la loi de Pythagore, la racine de ax carré plus ay carré. L'argument, l'angle du vecteur, donc si je définis comme étant l'angle par rapport à l'axe des x, okay, par défaut c'est ça, là, ben, je peux relier en fait la longueur du vecteur à chacune des composantes. Encore une fois, on a juste à se rappeler des règles pour cosinus et sinus. Okay? Donc, on remarque que AX est égal à A cos θ, AY est égal à A sin θ. Puis on peut déterminer l'angle aussi si on connaît les composantes AY et AX. Il suffit de faire la relation tangente. Donc, sin cos tan, très utile. Donc, c'est tout pour les coordonnées cartésiennes. Ça fait un petit rappel de ce que vous saviez déjà probablement. Bon, pour les coordonnées polaires, en fait, le système de coordonnées polaires, c'est qu'on peut déterminer la position d'un objet, oui, par les composantes x et y, comme on a vu tantôt. Par contre, dans les mouvements circulaires, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ici, là, vous avez une petite animation qui est disponible sur la page Canva du cours. Puis vous expliquez pourquoi le système cartésien est très pratique, mais il y a aussi ses limites. Donc c'est sûr que si je déplace mon point, comme on a vu tantôt, là, ben, les coordonnées vont être déterminées par l'axe des x, l'axe des y. Ça va bien. Si j'ai un mouvement de translation, généralement, ça va très bien parce que ben, j'ai une composante, par exemple, y qui reste la même, puis c'est juste x qui évolue. Bon. Je peux afficher des vecteurs unitaires, i et j. Donc, i est toujours orienté selon l'axe des x, j selon l'axe des y. Donc, si je déplace mon objet, bien, si mon mouvement, c'est un mouvement de translation, comme un projectile, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ben, l'accélération est toujours, hein, on va le voir éventuellement, l'accélération est toujours dans la direction de l'axe des Y. Donc, j'aurai un vecteur qui est toujours déterminé par une composante AJ. Par contre, si j'ai un mouvement de rotation, c'est là que ça devient compliqué parce que dans un mouvement de rotation, on peut le voir juste ici, là, juste par les coordonnées, ben, les coordonnées X et Y sont en constante évolution. Donc, si on va voir les coordonnées du point, évidemment, il faut dire, OK, je me trouve à, je ne sais pas moi, à tel temps après le départ ou un petit peu plus tard, je me trouve ici. Donc, il faut préciser à quel temps on se trouve pour déterminer exactement les coordonnées du point. Ce qu'on remarque dans un mouvement circulaire, c'est pourquoi utiliser x et y en fait? La position de l'objet est toujours la même par rapport à l'origine. En termes de distance, là, on parle c'est un cercle, donc on a un rayon. Okay, on pourrait dire que l'objet est à, je sais pas moi, 5 mètres de l'origine, puis il se déplace autour d'un cercle. Okay, donc on pourrait définir un angle qui, lui, évolue en fonction du temps. Au lieu d'utiliser le système cartésien, je vais utiliser le système polaire. Donc, comme je disais, là, c'est tout à fait logique. Si j'ai une rotation, mon objet se trouve à une distance qui est fixe de l'origine, puis c'est plutôt l'angle θ qui va évoluer en fonction du temps. Donc, au niveau des coordonnées, si on fait une comparaison rapide, on voit là, beaucoup plus logique d'utiliser les coordonnées polaires. Donc, on s'entend que si je vous donne x, y, ou si je vous donne r et θ, dans les deux cas, vous avez toute l'information qu'il faut pour déterminer la position du point. Si on utilise r et θ pour déterminer la position de mon point, en fait, on oublie x et y. Donc, je n'utiliserai pas i et j si je veux utiliser les vecteurs unitaires pour déterminer l'orientation d'un vecteur. Je vais utiliser des vecteurs unitaires qui sont en lien avec r et θ. Donc, les vecteurs unitaires que je vais utiliser, au lieu de prendre i et j, je vais prendre ur et uθ. Puis, aussi compliqué que ça peut avoir l'air, vraiment, c'est très simple. UR est un vecteur qui pointe toujours vers l'extérieur, dans la direction du rayon. Okay, fait que peu importe là, à quel endroit je place mon objet, UR est toujours vers l'extérieur. Puis mon Uθ, si vous remarquez, imaginez que l'angle, en fait, là, il y a une direction. On part de l'axe des X vers le pointillé R ici. Là. Donc, on peut quasiment y attribuer une flèche. Okay? Mais le Uθ, en fait, ce que c'est, sa direction, c'est justement c'est la tangente à cet angle-là. Donc, c'est un vecteur qui est
je vais faire tourner, c'est un vecteur qui est tangent au cercle de rayon R. Puis il va toujours pointer dans la direction anti-horaire. Toujours, toujours. Donc, autant I et J sont fixes, un par rapport à X, un par rapport à Y, toujours dans les axes positifs, bien, UR et Uθ sont aussi des vecteurs unitaires qui sont fixes, mais par rapport à un rayon et un angle. On verra éventuellement que dans un mouvement circulaire, il y a des vecteurs, des quantités physiques qui sont orientés dans des directions qui dépendent du mouvement circulaire. C'est-à-dire, par exemple, si je vous parle d'accélération centripète, éventuellement, on va voir ça. L'accélération centripète, sa caractéristique, c'est qu'elle pointe toujours vers le centre du cercle. Donc, si je démarre la rotation, ben, mon objet, s'il tourne à vitesse constante, ben, l'accélération, elle, va toujours pointer vers l'intérieur du cercle. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que si je regarde les composantes du vecteur A, selon UR et Uθ, mais les composantes sont stables. C'est toujours la même chose. Okay? Donc, mon vecteur R pointe vers l'intérieur. Je vais juste l'arrêter ici. Okay? Il se trouve que mon vecteur A ici, c'est une combinaison de UR, donc moins 5 UR. C'est-à-dire, je prends UR, je le vais de bord, puis je fais 5 fois. Okay? Ça me donne le vecteur A. Puis, je n'ai pas besoin du vecteur Uθ. C'est 0 Uθ. Puis ça, c'est vrai tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si je prenais le système de coordonnées cartésien, j'aurais un méchant problème parce que les coordonnées AX et AY seraient toujours en train de changer. On comprend que si j'affiche les composantes du vecteur, regardez à quel point AX et AY sont en constante évolution. Donc, c'est vraiment pas un choix logique de prendre un système cartésien pour déterminer ce type de mouvement-là. Par contre, si je prends un système polaire, ben oui, ma seule composante est radiale ici. J'ai aucune composante tangentielle. L'autre type de problème qu'on va avoir souvent à utiliser, c'est par exemple, encore pour le mouvement circulaire, au lieu de prendre l'accélération, si je regarde la vitesse. Donc, je sais que le vecteur s'appelle A, là, mais imaginez que c'est une vitesse. Dans un mouvement de rotation, bien, la vitesse de l'objet se trouve qu'elle est toujours tangentielle au cercle. Okay? Donc, oui, elle change de direction par rapport à l'axe des X et Y, mais par rapport à la tangente du cercle, c'est toujours la même chose. Donc, encore ici, ce qu'on remarque, c'est que le vecteur A, okay, ses composantes, ben, c'est 0 UR et 2,4 Uθ. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? C'est que mon vecteur A, ben, c'est 0 UR. Je n'ai pas besoin de UR pour le décrire, mais j'ai besoin de Uθ 2,4 fois. Donc, mon vecteur A, c'est simplement 2,4 Uθ. Et comme de fait, ben, je reprends l'animation. Les composantes sont super stables. Puis juste pour comparer avec le système cartésien, on comprend que là, ouf, c'est autre chose. Okay? Donc voilà. Donc en résumé, on a le système de coordonnées. Oui, j'ai encore mon origine. Évidemment, l'origine, c'est toujours la jonction entre l'axe des X et Y, sauf que je ne me servirai pas ici de X et de Y. Je vais me servir de R, la distance du point à l'origine. Puis je vais me servir de l'angle θ, qui est défini par rapport à l'axe des X. Donc là, mon point R va être défini par deux nombres, R et θ. Donc, comme on dit tantôt, si j'utilise R et θ pour déterminer la position de mon point, ben, en termes de direction, je vais utiliser les vecteurs unitaires qui sont reliés à R et à θ, c'est-à-dire UR et Uθ. Et là, c'est toujours pareil. UR pointe vers l'extérieur, dans la direction du rayon, puis Uθ, il est perpendiculaire à UR, puis il va pointer dans la direction qui est anti-horaire. Donc, UR et Uθ perpendiculaires, c'est des vecteurs unitaires, okay, donc longueur 1, aucune unité. Puis UR et Uθ, vraiment, c'est relié aux coordonnées polaires de la même façon que I et J le sont aux coordonnées cartésiennes. Fait que c'est un ou l'autre, finalement. Si je prends un vecteur A qui est rattaché à un point, ce vecteur-là ici, puis disons que le mouvement est un mouvement circulaire. Donc déjà, si c'est un mouvement circulaire, on sait, on sait qu'on n'utilisera pas les coordonnées cartésiennes. On va utiliser les coordonnées polaires pour se faciliter la vie. Donc, ce que je dois faire, c'est commencer par déterminer, en fait, bon, par rapport au point ici, je vais tracer une droite qui est parallèle au rayon. Je vais pouvoir déterminer UR et Uθ qui sont perpendiculaires. OK? Fait que, rendu là, une fois qu'on est là, si je vous demande les composantes de A, que ce soit IJ ou UR Uθ, c'est le même principe. OK? Ce que je vais faire, c'est que le vecteur A va être une combinaison de un nombre de fois UR
plus un nombre de fois uθ. Et la somme des deux va me donner finalement le vecteur A. Donc le vecteur A, c'est AR plus Aθ. OK, puis encore comme tantôt, ben, c'est juste des chiffres. Donc on voit dans ce cas-ci que, par exemple, AR pourrait être négatif. Donc AR pourrait être égal à moins 2. Donc pourquoi moins? Parce que je pointe dans la direction opposée de UR. Si je veux faire le vecteur AR, ça ne me prend pas 2 fois UR, ça va me prendre moins 2 fois UR. Okay? Mon Aθ, encore là, c'est des chiffres que je donne approximatifs là, en fonction de l'image qu'on a ici, mais ça ressemble pas mal à 2, 2. Donc Aθ pourrait être égal à 2. Donc mon vecteur A. OK? Donc numériquement, ça ressemblerait à ça. Les règles sont les mêmes. Hein? Si vous avez les composantes AR et Aθ, puis vous voulez avoir la longueur du vecteur, ben, il reste qu'on a encore un triangle rectangle. Donc la relation de Pythagore est toujours bonne. Si on veut déterminer un angle, c'est sûr que dans ce cas-ci, ce n'est pas l'angle θ qu'on va déterminer, mais plutôt l'angle phi. Okay? Donc, il faut les différencier, ils n'ont aucun rapport les deux ensemble. L'angle phi est déterminé par rapport à l'orientation du vecteur par rapport au rayon. Puis l'angle θ, lui, ben, il va évoluer en fonction du temps si l'objet tourne sur un cercle. Mais il reste que tan de phi est égal à Aθ sur AR. Okay? Donc, triangle rectangle, j'ai la relation tangente qui est opposée sur adjacent. Okay? Donc, Aθ sur AR. Je peux trouver AR et Aθ avec cosinus-sinus, de la même façon qu'on le fait pour le système cartésien. Donc, la seule distinction, c'est vraiment UR, Uθ qui joue le rôle de IJ. Mais pour ce qui est des relations, c'est la même chose. Donc, en 3 dimensions, on va s'en tenir au système de coordonnées cartésiennes, simplement. Puis, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est on prend le système de coordonnées cartésien en 2 dimensions, puis au lieu de le regarder avec l'axe des Y vers le haut puis X vers la droite, mais là, on peut mettre X et Y sur un plan qui est à l'horizontale. Et ce qu'on doit faire, c'est rajouter un axe qui est l'axe des Z, puis lui, ben, il doit être perpendiculaire à X et à Y. Si j'ai associé le vecteur I à X, le vecteur J à Y, mais logiquement, je vais associer, on va suivre l'alphabet, je vais associer le vecteur K à l'axe des Z. Si j'ai un point en 3 dimensions, mais ce point-là va être déterminé par 3 coordonnées. Okay, donc ici, vous avez le plan en rouge. Ce plan-là, c'est un plan qui passe par tous les points x1. Donc peu importe où je me trouve sur ce plan-là, je suis à la coordonnée x1. Le plan en bleu, lui, il est parallèle au plan zx. Puis sur ce plan-là, la particularité, c'est que tous les points sont à la coordonnée y1. Puis si je prends le plan en jaune ici, bien, ce plan en jaune-là, qui est parallèle au plan XY, bien, ce plan-là, tous les points sont à la coordonnée Z1. Mais là, si je prends la jonction de ces 3 plans-là, je vais avoir le point en question, okay, le point qui m'intéresse, dont les coordonnées seront X1, Y1, Z1. On a l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Maintenant, si je veux prendre un vecteur A et je veux l'exprimer en composante, ben, c'est le même principe. Bon, là, mon vecteur A part de l'origine, mais il pourrait partir d'ailleurs, ça ne changerait rien. En fait, ce que je ferais, c'est que le vecteur IJK, je les associerais à l'axe des X, Y et Z. Puis, ce que je dois faire comme relation, c'est déterminer ben, combien ça me prend de fois le vecteur I, combien de fois le vecteur J, combien de fois le vecteur K pour bâtir le vecteur A, finalement. Donc, AX, AY et AZ sont simplement des chiffres ici. Okay? Donc, dans mon exemple, c'est plus numérique, on aurait 3i plus 6j plus 3k. Donc, tout simplement, donc j'aurais mon vecteur A en fonction des composantes IJK. Si j'ai les composantes AX, AY et AZ, je peux calculer la norme du vecteur en utilisant la relation de Pythagore, mais en 3 dimensions. Donc, tout ce qu'on fait, c'est juste rajouter dans la racine le AZ carré. Vous remarquez ici, on a un triangle rectangle. Donc, ce qu'on sait, c'est que la norme de A, hein, c'est AZ au carré, plus cette longueur-là ici, au carré, on fait la racine. Donc, si je fais AX carré plus AY carré, bon, ben, la racine me donne la longueur de ce segment-là. Puis si je le remets au carré plus AZ carré, bien, je vais avoir, puis je fais la racine, je vais avoir la norme de A. Donc en gros, on fait juste rajouter le AZ carré.
Bien, si vous avez un peu de difficulté à visualiser les vecteurs en 3 dimensions, ben, je vous invite à aller faire un petit tour sur cette animation-là. Vous pouvez changer, donc on peut changer plein de choses, là. Donc en fait, puis ici, ce que je peux faire, c'est changer la vue. Ok, donc je peux changer la direction de la vue, donc pour bien visualiser l'orientation, la position du vecteur. Donc ici, bon, je vais mettre en 3 dimensions. Donc en trois dimensions, mon vecteur il va être orienté, hein, à quelque part entre les axes X, Y et Z. Je peux changer les composantes. On peut voir qu'est-ce que ça fait. En fait, si je change la valeur de UX, ben, on voit ici, là, ce que ça change, c'est la composante juste devant le I. Je peux changer UY et UZ. OK? Maintenant, bon, je vous rappelle les vecteurs unitaires. On a I, J et K, les vecteurs de base. Donc, mon vecteur U doit pouvoir s'exprimer comme une combinaison de I, J, K. En fait, la réponse est ici. Okay? Donc, si vous avez les composantes 2.5, 1.9 et moins 0.7, c'est très simple. Le vecteur U, c'est 2.5 I plus 1.9 J moins 0.7 K. J'affiche les composantes. Donc, les composantes, en fait, si je prends les projections, là, on le voit un petit peu, c'est vraiment les vecteurs. Ici, ça s'appelle U, mon vecteur. Donc, c'est UX, UY et UZ. Donc, je vais le mettre dans une orientation où on voit bien, là. Donc, comme ça ici. Donc, vous avez ce que je le disais tantôt sur le fichier PowerPoint. C'est un petit peu ça. Là, si on le voit bouger, le système de coordonnées, ben, vous avez l'orientation du vecteur.